On va pouvoir commencer. Bonsoir à tous, à ceux qui sont présents dans cette salle et ceux qui nous suivent en direct de leur salon. Et on va commencer comme d'habitude par l'appel. Sarah, si tu veux faire l'appel, s'il te plaît. Merci. Donc Marc Honoré. Présent. François Dazel. Présent. Annie de Bray-Girard. Martin de Seigne. Céline Chassin. Daniel Giraud. Jean-François de Marais. Présent. Suzanne Jaunet. Catel Landier. Jacques Tanguy. Camille Vore. Présent. Dominique Desmet. Présent. Evelyne Bodichon. Abdelhamid Deradji. Présent. Alison Zani. Pouvoir à François Dazel. Garim Nagy. Pouvoir à Debré-Girard. Sarah Sabourin présente. Yves Fuzet. Présent. Nicole Martin. Présente. Véronique Le Barbet. À Madame Evelyne Bodichon. Jean-Paul Demarais. Présent. Un titre personnel. Landry Nkouka Milandou. Fatia Yayaoui. Olivier Le Goff. Pouvoir à Daniel Giraud. Lydie Auguin. Pouvoir à Nicole Martin. Jean-Marc Justine. Présent. Maëva Cruz. Valentin Guillaume. Présent. Michel Foubert. Présent. Grégory Sanchez. Présent. Annie-Nicole Mboué. Louis-Armand Viret. Présent. Jessica Norlancourt. Pouvoir Monsieur Grégory Sanchez. Salim Le Sage, absent, et Mourad Mergui, absent. Merci. Le corps mettant atteint va pouvoir délibérer. Donc sur ce conseil municipal, on va déjà commencer comme d'habitude par les questions, s'il y a des questions sur les décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal. Non? Pas de questions, tout est clair? On considère que c'est bon. Merci. On va passer au premier point. Ah bon? Bonsoir. Donc on va passer au premier point, c'est comme d'habitude l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 26 novembre 2025. Est-ce que vous avez des remarques, des questions sur ce document? Non, c'est bon? On considère qu'il est adopté? Merci. Donc on va attaquer le vif du sujet avec quelques points pour François Dazel au niveau des finances. Je vais lui passer la parole sur le budget primitif 2026, anticipation des crédits d'investissement. À toi François. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir mes chers collègues. On va aborder là une série de délibérations que nous prenons toujours à la même date en décembre de chaque année. Donc budget primitif 2026. Comme vous le savez, le budget primitif 2026 sera voté au mois d'avril. Donc du coup, il nous faut la possibilité d'anticiper les crédits d'investissement et de dépenser, d'engager des dépenses sur les crédits d'investissement, sachant que les crédits de fonctionnement fonctionnent par 12e et sont prévus dans un cadre déjà réglementé. Les crédits d'investissement obéissent à une règle un peu différente, puisqu'il faut autoriser donc le CONCEPAL pour le conseil municipal à hauteur de 25% en fait des crédits ouverts l'année précédente, c'est-à-dire en 2025, quand on prend l'ensemble des crédits votés à la fois en budget primitif et également en décision modificative, ce qui donne les crédits ouverts sur l'exercice 2025. On considère que voilà, pour fonctionner, on a un maximum de 25% de ces crédits ouverts en 2025. Donc ce qui vous est proposé ce soir, c'est simplement ça, si je puis dire, simplement, mais ça nous permet, malgré tout, pendant 4 mois, quand même, d'engager un certain nombre de dépenses d'investissement avant le vote du budget. Donc l'année dernière, quand vous prenez le tableau, on a des crédits ouverts un peu moins de 4,7 millions. Donc il est prévu de garder ces 25% de crédits ouverts pour l'exercice 2026. Donc c'est les 1 169 784 qui seront donc le maxi autorisé sur lequel on pourra engager les dépenses jusqu'au vote du budget. Voilà. Merci. Comme d'habitude, une délibération d'anticipation. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça ne soulève pas d'enthousiasme. Très bien, on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, François. Ensuite, admission non-valeur, qui font partie des délibérations, là aussi, qui fait partie des délibérations qu'on prend généralement en fin d'exercice. Cette année, il est proposé donc de passer donc en admission non-valeur sur créance éteinte.
Alors, vous savez qu'il y a deux types de créances irrécouvrables. Il y en a des qu'on neutralise, c'est-à-dire que du coup, c'était une recette pour la ville qu'on passe en dépenses pour les neutraliser budgétairement et qui ne sont pas définitivement éteintes, c'est-à-dire que le trésorier municipal, le trésor public souhaite encore faire un certain nombre de recherches. On se laisse la possibilité de recouvrir encore un certain nombre de ces recettes. Donc ça, c'est une première type de créances irrécouvrables. Ce soir, c'est pas proposé. Le trésorier a lui-même déjà mené un certain nombre d'opérations et au vu du tableau, la plupart sont en décision de surendettement et il y a une décision d'effacement de dette qui est demandée en fait par le trésorier. Donc il est allé au bout, si je puis dire, de ses recherches et de son souhait de recouvrement. Mais là, du coup, c'est absolument pas possible. Donc là, on passe à un autre niveau, c'est les fameuses créances éteintes, ce qui vous est proposé ce soir à hauteur de un peu plus de 3 545 euros. Donc ces recettes ont été constatées sur des exercices précédents, en gros de 2022 à 2025, quand vous voyez les titres qui sont concernés. Et donc là, pour contrebalancer une écriture de recettes qui était dans les comptes de la ville, on propose de passer une écriture de dépenses pour neutraliser ces inscriptions budgétaires. Voilà. Pardon, je précisais que ça concerne principalement des recettes qui étaient de périscolaires, donc beaucoup de cantines et de centres aérés, et un peu de taxes locales sur les publicités extérieures. Donc voilà ce qui est proposé en termes de neutralisation pour un peu plus de 3 500 euros. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser sur cette... Oui, monsieur Desmarais. Ce qui veut dire que rien n'étant gratuit, ces créances-là sont rebasculées sur le budget de la commune. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire, cher ami. Voilà. Non, Ouais, mais tu bien fais bien sûr, de le confirmer. C'est pas un simple jeu d'écriture, c'est une somme qui bouge. Au départ, c'était une recette, donc ça a été constaté dans un résultat sur les exercices précédents, et donc là, on passe une dépense. Donc ça vient dégrader le résultat de l'exercice 2025. Tout à fait. Merci. Merci. D'autres précisions? Non, c'est bon? Oui? C'est mieux comme ça? Très bien. Alors j'ai une petite question, mais dites-moi s'il est possible simplement de revenir sur la délibération 80. Je constate simplement une légère ambiguïté dans le texte et je voudrais simplement m'assurer du contenu. Alors, donc celle-ci se fonde sur l'article L1612-1 du CGCT qui permet d'ouvrir des crédits d'investissement par anticipation jusqu'à l'adoption du budget primitif. Au troisième alinéa de la délibération 80, il est dit que le quart des ressources est susceptible de pouvoir être engagé, etc. Toutefois, la base légale précitée, c'est-à-dire le L1612-1 du CGCT, vise exclusivement les crédits et non pas les ressources. Donc a priori, il y a peut-être une erreur matérielle. Et cette confusion risque peut-être d'altérer la légalité de la délibération. Donc ce point, à mon sens, mérite d'être vérifié, mais à vous de me dire. Enfin, en termes de lecture, on va dire, du texte, on parle de crédit parce qu'on parle de crédit ouvert, y compris pour les dépenses. En fait, c'est la terminologie employée, donc c'est celle-ci. Après, on peut vérifier, mais je pense qu'elle n'a jamais fait l'objet de recours particuliers, mais on peut vérifier. Mais on parle de crédit parce qu'on dit crédit ouvert, donc c'est-à-dire l'ensemble des dépenses ouvertes sur l'exercice précédent, quel que soit le niveau d'ouverture, que ce soit en budget primitif ou en décision modificative. C'était ça. Bon, voilà, on va regarder, mais je pense pas que ça pose un problème incommensurable. C'est des textes qu'on passe chaque année, depuis de nombreuses années, mais enfin, on va vérifier. Tu as raison. Ok, merci. Donc, on revient à la 081. Toujours pas de questions? Merci. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, François. Nous poursuivons dans nos délibérations habituelles de fin d'année. Donc là, c'est un acompte sur subvention donc 2026 pour le SACS, qui est un EPIC, donc qui dispose de son propre budget et surtout de sa propre trésorerie. Donc qui a besoin là-dessus pour fonctionner sur les premiers mois de l'année de disposer d'une trésorerie et sa principale trésorerie, comme sa principale ressource, c'est une subvention de fonctionnement versée par la ville chaque année. À hauteur, cette année, on a voté, certaines personnes ici étaient présentes aussi au conseil d'administration, le budget 2026. La subvention donc sera de 620 000 euros en fonctionnement, comme celle de l'année 2025. Et donc là aussi, en termes de fonctionnement et de trésorerie, on vous propose de verser un acompte à peu près 50%, un petit peu moins, là c'est 300 000 euros
d'avance sur subvention 2026 qui vous est proposé. Merci. Comme le budget sera voté qu'au mois d'avril, donc il est nécessaire pour eux, pour pouvoir fonctionner, d'avoir ces fonds par anticipation. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. Merci. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, François. Exactement la même logique pour la subvention 2026 auprès du CCS, du Centre communal d'action sociale. Pour 2026, là aussi, le CCS dispose de son propre budget, de sa propre trésorerie. Donc là aussi, il y a un certain nombre de besoins de fonctionnement sur les premiers mois de l'année qui sont nécessaires. Et donc, on prévoit une subvention de 500 000 € pour le fonctionnement sur ces premiers mois. Bien évidemment, cet acompte sera déduit du montant versé après au CCS sur le courant de l'année 2026. Voilà. Merci. Même question. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, Jean-François Desmarais. Oui, monsieur le maire, bonjour mes chers collègues. Donc la délibération, c'est le versement d'un acompte sur la subvention 2026 au comité des œuvres sociales d'Acher. Donc comme tous les ans à la même époque, avant de voter le budget et entre autres de voter la subvention du comité des œuvres sociales, nous faisons une avance sur le budget de manière à pouvoir prévoir les premières dépenses du comité des œuvres sociales. Et cet acompte est donc de 60 000 € au titre de l'exercice 2026. Alors il y a juste, pour votre information, une petite coquille dans la délibération, c'est que l'adresse du COS indiquée sur la délibération de rue Jean 23 n'est plus celle-ci, puisque le COS a déménagé et doit se trouver aujourd'hui 24 avenue Voltaire. Voilà, monsieur le maire. Merci. Jean-François, est-ce qu'il y a une question? Non. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, Camille. Excusez-moi. Bonsoir chers collègues, je vous présente aujourd'hui l'adhésion de la commune d'Aubergenville à la section fourrière et automobile et animale du CIVOM de Saint-Germain-en-Laye, dont nous faisons partie. Aubergenville a souhaité nous rejoindre et nous devons du coup approuver cette adhésion qui aura un impact positif puisqu'une part des dépenses d'administration générale sera donc prise en charge par la commune d'Aubergenville à compter de l'officialisation de son adhésion. Merci. Donc un adhérent de plus, des fonds à verser en moins. Exactement, et un adhérent en plus potentiellement l'année prochaine avec la commune de Plaisir qui a souhaité aussi entamer les démarches pour nous rejoindre. Très bien. Merci. Question? Non. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, François, on revient vers toi. Point suivant, alors là aussi une délibération qu'on passe en fin d'année, donc c'est l'approbation du compte-rendu financier annuel du CRFA 2024 pour la ZAC Cœur de Ville. Donc c'est toujours un exercice particulier parce que du coup on est en léger, même un important décalage si je puis dire, parce qu'on va se prononcer sur la situation financière notamment du compte-rendu de la ZAC Cœur de Ville à fin 2025 qui est arrêté donc fin 2024, mais on reçoit les éléments aussi très tardivement sur l'année N+1, donc du coup on ne passe que les éléments, donc forcément il y a un peu de, voilà, ça date un peu, mais du coup on va reprendre un certain nombre d'éléments. Donc l'aménageur, donc Citalios, nous fait parvenir en effet ce compte rendu. Quelques focus quand même sur ce qui s'est passé donc en courant 2024. Donc courant 2024, la société Citalios a démoli, mais ça vous l'avez tous vu, l'ex-centre technique municipal de la ville, ainsi que les pavillons limitrophes précédemment occupés par des associations de la ville. A acquis définitivement, puis revendu à la société Arc Promotion, donc conformément d'anciennes promesses de vente, le foncier communal libéré justement, en prévision donc du projet Arc Immobilier de 156 nouveaux logements. Étudié et chiffré en partenariat avec la ville, avec le promoteur LNC, les services de GPSO, les aménagements requis pour connecter la rue des Tourelles à la future voie en construction par le promoteur LNC. Donc ce qui a représenté quand même en termes financiers au 31/12/2024 pour les opérations qui ont eu lieu donc en 2024,
des recettes de 3,3 millions. Donc ça, c'était la cession de l'îlot N à Arc Promotion et le solde de la participation LNC. 2,8 millions dans un cas et un peu moins de 500 000 euros, ce qui fait 3,3 millions de recettes sur le bilan de la ZAC. En dépenses, donc là, c'est presque 1,5 million de dépenses. Acquisition et frais liés donc à l'îlot N acheté auprès de la ville. Les 819 000, c'est le solde de l'opération. Les frais de démolition donc de l'ancien CTM et des pavillons associatifs, 475 000 euros. Des dépenses après moins conséquentes, frais divers et gestion locative, 10 000 euros, taxes foncières, 14 000 et rémunération de l'aménageur qui prévoit un pourcentage sur l'ensemble de ces opérations. Au regard de ce bilan, la ZAC, dont la clôture devrait être repoussée au-delà de la date contractuelle en cours, à savoir au-delà de janvier 2027, prévoit un résultat à fin 2026 en léger boni, 295 000 euros, enfin dire sur un ensemble de 35 millions d'euros hors taxes, on va dire qu'on est à l'équilibre sur ce bilan de ZAC et c'est une bonne chose aujourd'hui. Ce chiffrage final, bien évidemment, dépendra toutefois du sort des derniers lots initialement prévus dans le périmètre de la ZAC. Donc voilà les éléments un peu focus. Vous avez eu un document, bien évidemment, qui a détaillé tous ces éléments-là. Donc il vous est proposé d'approuver ce CRFA 2024 de la ZAC Cœur de Ville, reprenant le réalisé arrêté à la date du 31/12/2024. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce? Oui, j'en prie. Bonsoir, chers collègues. Pas forcément qui concerne toute la ZAC, mais au niveau de la place de l'église et de la fameuse maison qui n'est toujours pas aménagée. Ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on est, qu'on est avec un panneau devant. Enfin, c'est pas très très agréable pour le centre-ville. Donc, est-ce qu'on a des avancées? Parce que on sait qu'il y a des problèmes d'assurance, etc., etc. Mais est-ce qu'il y a des avancées sur cette situation qui est une situation qui était provisoire et qui, comme beaucoup de situations provisoires, s'éternise? Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une situation provisoire qui s'éternise, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer ce sujet-là. Il y a toujours effectivement les expertises et les experts qui sont, je dirais, à l'œuvre. Et vous savez, quand il y a des experts et des contre-expertises, ça n'avance pas rapidement. Et en plus, il y a des problèmes d'assurance, puisque qui prend la responsabilité, je dirais, des frais engagés, puisque je rappelle que c'est ce détail de modification, enfin c'est pas un détail, cette modification de l'immeuble est due à la démolition de la pharmacie, pour ceux qui s'en souviennent encore, parce que ça fait déjà 5 ans que ça a été démoli, en gros, à peu près. Voilà, donc le désordre est survenu de ces travaux. Donc aujourd'hui, il y a des procès, alors il y a effectivement des commerces en pied d'immeuble, donc qui fonctionnent. Je rappelle, il y a le coiffeur et un restaurant à côté. Donc actuellement, on souhaiterait bien pouvoir avancer un petit peu plus vite, mais là aussi, il y a des problèmes d'expropriation si on veut aller, je dirais, exproprier les commerces. Donc c'est aussi encore des délais supplémentaires. On pense personnellement, mais là, il faudra qu'on en reparle, que la prochaine équipe en reparle, c'est qu'effectivement, il y a la possibilité aussi d'aménager au plus près du mur la place de l'église sans aller, parce que la difficulté c'est que si on fragilise encore un peu plus ce bâtiment, je ne sais pas si vous avez regardé l'état et la toiture et tout ce qui va bien avec, et si on fragilise un peu plus ce bâtiment, il risque d'aller de mal en pis. Donc on pourrait, et c'est une solution qui est à l'étude actuellement, décaler les aménagements sans aller jusqu'au pied du mur pour pas mettre en péril cet immeuble. Mais c'est vrai que tout ce quartier-là mériterait, je dirais, d'être mis par terre. Et parce que quand on aurait éventuellement mis cet immeuble-là par terre, derrière, c'est pas mieux. Hein, on est d'accord? Et donc, pour faire un immeuble aujourd'hui sur cette emprise-là, c'est pratiquement impossible. Il n'y a pas suffisamment de surface. Il faut aller beaucoup plus loin dans la démolition du quartier. Donc ça, c'est un projet à plus long terme avec des études qui sont importantes à faire, puisque je rappelle qu'il y a beaucoup aussi de propriétaires, il y a beaucoup de fonds de commerce, donc on fait le total entre les propriétés et les fonds de commerce, ça représente quelques millions d'euros d'investissement avant de commencer tous travaux. Voilà, donc c'est une réflexion à long terme. Il faut mettre aussi un urbanisme sur l'affaire, parce qu'on ne peut pas, on essaiera
de ne pas renouveler ce qui était fait en face et qui était mal conçu. Voilà, donc tout ça, ça s'étudie. Mais je conçois qu'effectivement, le panneau, je commence à en avoir marre de le voir, comme vous. Mais malheureusement, on va essayer de décaler un peu pour au moins aménager, dites provisoirement, la place de l'église. Vous avez vu, là, on a été obligé de faire des travaux, des rustines un peu encore cette place de l'église, parce que les pavés se soulèvent avec les racines. Voilà. Donc c'est un dossier qui nous perturbe un petit peu, puisque les solutions qu'on peut proposer souvent sont rejetées par les experts qui vous disent oh non, surtout, il ne faut pas faire ça, mais l'autre expert vous dit le contraire. Donc c'est un peu compliqué à trancher. Voilà. Et après, qui prendra la responsabilité de la décision? C'est pas, parce qu'il faut savoir que c'est dans la ZAC, donc il y a Citalios, il y a la mairie, il y a la communauté urbaine également, qui est intéressée aussi sur le réaménagement de la place de l'église. Donc tout ça, ça fait qu'on va y arriver. Mais je vous garantis pas ça dans l'année qui vient, quoi, je pense. Voilà. Pour aller un peu plus loin sur le compte-rendu financier de la ZAC Centre-Ville, je rappelle que c'est une ZAC multisite. Hein. Donc c'est une ZAC qui est commencée depuis les années 2000 à peu près, 2004, et qui concernait notamment les quartiers derrière le monument mort. Hein, c'était déjà la première partie de la ZAC, qui concernait aussi le bas de la rue du 8 mai, qui concernait l'immeuble qui est en face, la place du marché, la rue des Tourelles en face de l'école Géo-Curie, les arcs promotion sur les ateliers municipaux, et encore également fait partie de la ZAC, une partie de l'ANC derrière l'école, parce que le terrain est zacké à moitié, et éventuellement aussi le terrain de la rue de Poissy, qui est également zacké par Citalios. Hein. Voilà, donc la clôture de cette ZAC sera certainement prolongée pour au moins essayer de régler et terminer la ZAC sur tous les terrains qui étaient concernés par cette ZAC. Voilà. Donc là, c'est un focus en 2024. 2025 se termine. Là, il n'y aura pas beaucoup de bouleversements parce qu'il n'y a pas forcément eu beaucoup de travaux par rapport à 2024. Mais François l'a dit, la ZAC est équilibrée. C'est une bonne chose, que je rappelle que si la ZAC n'est pas équilibrée, c'est la commune qui équilibre la ZAC. Hein. Voilà. Je rappelle que pour la ZAC que nous avons clôturée sur la Petite Arche, il y avait plus d'1,5 million, je dirais, de résultats positifs. Voilà, c'est ça aussi le travail que nous avons à faire, c'est d'équilibrer les axes, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Il y a d'autres questions? Non? Merci. Donc, on va pouvoir passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Abstention? Qui est contre? Merci. Point suivant, ça doit être pour moi, je pense. Oui. Alors, je vais vous parler du parc relais. Alors, le parc relais, c'est là aussi un dossier qui est quand même déjà un peu ancien. Alors, je rappelle quand même au terme d'un contrat de concession de 2010, la ville a confié à la société Spiozocité, à laquelle s'est substituée depuis lors la société Indigo, la construction d'un parc relais de 600 places. Donc, on parle du parc de la gare. Hein, 600 places à proximité immédiate de la gare RER. Ce parking est en activité depuis fin 2012. Hein, il y a une activité et demeure aujourd'hui sous gestion Indigo jusqu'en décembre 2040. Nous ne sommes pas encore à la fin. En revanche, je rappelle que la communauté urbaine a été créée en 2016 et donc le 1er janvier 2016, la création de la ZAC, il était le contrat de concession de tout ce qui était rattaché en propriété au parc relais et à ses abords ont été transférés de droit à la communauté urbaine. Pourquoi? Parce que effectivement, la compétence mobilité dont fait partie le parc relais était une compétence de la communauté urbaine. Je rappelle que toutes les compétences de la communauté urbaine, tous les investissements sont transférés automatiquement à la communauté urbaine. Cette compétence comprenant bien évidemment la gestion du parc relais et les aires de stationnement sur ce parc. Dans ce cadre-là, nous avons effectivement, puisque depuis 2016, ce n'était plus une compétence de la ville, en 2019, il y a eu une tentative, ainsi qu'en 2023 pour la communauté urbaine, pour enfin officialiser le transfert de ce parking à la communauté urbaine, puisque la compétence était chez eux.
ça n'a pas abouti. Donc nous avons relancé cette demande et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous présente cette délibération, puisque enfin, on va pouvoir transférer officiellement le parc relais que vous voyez ici en bleu et les abords verts qui sont tout autour du parc relais à la communauté urbaine. Donc ça sera officialisé, c'est ce qui était prévu depuis 2016. Néanmoins, depuis 4 ans, nous payons la taxe foncière. Donc en réalité, la taxe foncière est à payer par le propriétaire. Or, le propriétaire officiellement depuis 2016, c'est la communauté urbaine. Donc on va effectivement avoir une rétrocession des fonds concernant ces taxes foncières qui va s'élever à 150 765 € quand l'acte de transfert sera officiellement délibéré chez nous et à la communauté urbaine. Voilà, c'est une session à titre gracieux que l'on fait comme tous les équipements qui vont en compétence comité urbaine. On récupérera nos taxes foncières. Désormais, la taxe foncière sera payée par la communauté urbaine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, moi j'ai une question. Là, vous parlez, enfin dans le document que vous nous avez fourni, vous parlez de 2020 jusqu'à 2025, à peu près, ou 21 jusqu'à 2026, sur la rétrocession de la taxe foncière. Qu'en est-il depuis 2016? Donc, c'est toi qui es au courant. C'est les prescriptions de mémoire, c'est les prescriptions quadriennales qui s'appliquent, donc on peut retourner sur 4 ans. Que sur 4 ans. Voilà, donc on l'obtient. Voilà, ce qui fait déjà parce qu'on va passer les discussions, mais on a quand même réussi à obtenir ça, voilà, un peu de haute lutte, même si ça paraît logique, mais rien n'est logique. Des fois, il faut se battre sur ce sujet-là. Donc là, c'est la prescription quadriennale qui s'applique, donc on récupère sur 4 ans. Voilà. On ne peut pas revenir, on a perdu Non. 150 000 € dans l'histoire, là. Ouais. À peu près, puisque c'est la même somme. Juste une question, pourquoi on ne le garde pas, du coup? Parce qu'on n'a pas le droit, c'est une compétence On transférée. n'a pas le droit, mais il ne paye pas, donc... Attendez, c'est une compétence transférée obligatoirement à la communauté urbaine. Donc tous les équipements qui sont attachés à cette compétence, c'est automatiquement transféré à la communauté urbaine gratuitement. On a le même cas avec, c'était le cas avec l'immeuble de l'hôtel d'entreprise. Hein. L'hôtel d'entreprise qui avait été construit par la ville a été transféré, voilà quelques années, sur la communauté urbaine, puisque la compétence développement économique, c'est de la compétence de la communauté urbaine. Et il en est de même, si vous prenez la voirie, c'est exactement la même chose que la voirie, compétence de la communauté urbaine. Les transferts concernant la voirie ont été transférés à la communauté urbaine. C'est-à-dire que nous ne sommes plus aujourd'hui propriétaires de notre voirie, au moins pour les voies qui sont, je dirais, reconnues communautaires. C'est-à-dire on a quelques voies privées d'accès aux écoles et autres, mais tout ce qui concerne la voirie principale, ce sont des voies communautaires qui ont été transférées en 2016 à la communauté urbaine. Et c'est pour ça que c'est eux qui assument l'entretien et la remise en état des tapis de circulation, par exemple. Voilà. C'est le même principe ici. Voilà. Mais je ne comprends pas pourquoi, s'ils ont une rétrocession de droit, pourquoi ils ne payent pas la taxe foncière, du coup? Parce que le transfert officiel n'avait pas été réalisé. C'est transfert de droit, mais il y a des démarches administratives à effectuer qui n'étaient pas effectuées malgré nos relances de 2019 et malgré nos relances de 2023. Voilà. Mais il n'y a pas moyen de saisir le tribunal ou quelque chose comme ça pour récupérer? Non, je ne pense pas, vous voyez, puisque c'est la loi de prescription. Non, pas sur la prescription, sur celle-là, là, parce que j'ai compris dans le document que c'était pas acté encore. Hein. Pardon? J'ai compris dans le document que c'était pas sûr que c'était récupéré. Alors peut-être depuis, c'est sûr, mais... Si, les 150 765 € sont récupérables. Récupérables? Oui, sur les Mais 4 dernières récupérés années. Ce qu'on a payé. Oui, mais ils vont être récupérés ou pas? Oui, ils vont être récupérés, bien sûr. Ça va être prêt. Vous le retrouverez, quand vous intéressez, sous le budget 2026, et ils figureront en recettes, bien évidemment. Ce qui est normal. Voilà. Oui. Merci, monsieur le maire. Moi, je suis un peu moins sûr. Parce que, juridiquement parlant, s'il n'y a pas d'acte authentique et qu'il n'y a pas de publicité foncière, je ne suis pas sûr que la CU soit aujourd'hui propriétaire. Donc, est-ce qu'on est réellement sûr de récupérer cette taxe foncière? Moi, j'ai des doutes. Maintenant, bon, me direz-vous, c'est peut-être un peu tard, mais
n'a-t-on pas pu envisager une alternative un peu plus équitable pour la ville? Par exemple, je ne sais pas moi, un bail amphithéotique administratif. Une solution qui, en somme, ne déposséderait pas la ville de son foncier. J'ai envie de dire que la compétence liée n'emporte pas mécaniquement un transfert de propriété. Et en plus, enfin, je ne sais pas, mais vous me le direz, mais est-ce que le haut concerné relève de la domanialité publique? À vous de me le confirmer. Alors oui, c'est vrai, je vous rejoins, le CGCT prévoit que pour les CU, il y a un transfert à titre gratuit, des biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées. Mais j'ai envie de dire que le juge administratif permet d'exploiter des montages alternatifs, comme notamment le BEA, que j'évoquais tout à l'heure, ou encore certains types de conventions d'occupation constitutives de droit réel, ou alors des mises à disposition à titre pérenne. Donc, autrement dit, le transfert de compétences n'implique pas, à mon sens, nécessairement une dépossession définitive du foncier communal. Surtout que cette perte serait définitive et, comme on le sait, sans contrepartie financière. Très largement. Alors, c'est mon observation. François, je vais prendre la parole, Suzanne. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, puisque nous avons un public ce soir. Je voudrais qu'on ramène les choses à leur juste valeur en ce qui concerne la communauté urbaine. Franchement, chers collègues, allez dire il n'y a pas moyen d'aller récupérer 150 000 euros. Vous savez aujourd'hui ce qui a pu être financé par la communauté urbaine pour la commune d'Achères, c'est considérable. C'est considérable. Aujourd'hui, je peux vous garantir que les 73 communes de la communauté urbaine se réjouissent tous les jours d'être dans la communauté urbaine, et c'est certainement pas M. Viret qui va me contredire. Alors, que vous soyez sceptique sur le montage, sur le fait que la communauté urbaine va rembourser les 150 000 euros, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on a eu des échanges, quels que soient les sujets, quand la communauté urbaine s'engage, elle fait. Et elle fait au quotidien. Voilà. Alors moi, je vous encourage tous à bien aller regarder quelles sont les compétences de la communauté urbaine et quelles sont les compétences qu'elle a pu exercer sur la commune. Et vous verrez que franchement, Achères n'est pas perdant. Merci. Dernière question, si vous me le permettez, Oui, j'en prie. mais elle sera brève celle-ci. Quand vous dites que l'aliénation n'a pas été formalisée par un acte authentique, est-ce qu'on envisage de passer par un notaire ou plutôt de valoriser les compétences des services en recourant à la technique de l'acte authentique en la forme administrative? Bien sûr. C'est ça. C'est comme ça que tu fais à la cellule. C'est comme ça que ça fait. Je continue avec la présidente. Très bien. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Juste pour répondre à Madame Jaunet, on ne remet pas en cause l'implication de la communauté urbaine dans les villes. Non, pas du tout, pas du tout. Mais la communauté urbaine fait ce pourquoi elle a été créée. On en convient, exactement. Tout comme la mairie fait ce pourquoi elle a ses compétences, elle gère ses compétences avec des choix politiques qui sont les vôtres, qui ne seraient pas ceux d'autres personnes. Enfin voilà, c'est partout dans toutes les mêmes communes. Ce que disait mon collègue Grégory Sanchez, c'est juste que ces 150 000 euros qui ont été réglés par la ville et qu'on va récupérer pour 2021, 2022, 2023, 2024, on ne les récupérera pas auparavant. Et 150 000 euros, ça aurait pu servir par exemple à employer une ou deux absents en plus pour l'année, ou autre chose. C'est juste ça qu'on voulait dire. Et c'est dommage de perdre de l'argent même si la commune fait bien son travail. Si je peux me permettre, je rappellerai juste que le parking a été transféré, et le contrat qui était lié au parking a été transféré, donc c'est une DSP qui coûte et qui était déficitaire. Hein. Donc du coup, nous n'assumons pas ce déficit sur le budget de la ville, donc c'est la communauté urbaine qui l'assume. Voilà, donc ça fait partie de son transfert et de ses compétences de l'assumer, mais si on met tout dans l'équilibre, il faut tout mettre dans la comparaison. Voilà. Ça fait penser, puisque vous allez beaucoup plus loin, c'est qu'effectivement, la ville d'Achères avait versé 200 000 euros à l'équilibre de l'exploitation du parking, qui nous a été remboursé par la communauté urbaine. Donc effectivement, l'équilibre n'est pas assuré, puisqu'aujourd'hui, la DSP est déficitaire. Quand vous voyez effectivement le taux de remplissage du parking, on peut penser qu'il n'est pas équilibré. Donc je rappelle que la communauté urbaine également a aussi des fonds d'équilibre à verser dessus. Nous avions versé 200 000 euros dès la création de ce fonds, de ce parking, et ces fonds nous ont été remboursés par la communauté urbaine quand la compétence a été transférée en 2016 sur la communauté urbaine.
Voilà, donc oui, non, mais je ne dis pas que c'est pas normal. Non, mais voyez que quand vous dites est-ce que la communauté urbaine va nous verser les 150 000 euros, est-ce qu'ils vont tenir leurs engagements? Voilà, c'est des cas concrets, effectivement. Et quand vous voyez, je dirais, les travaux qui ont été financés aujourd'hui par la communauté urbaine qui s'élèvent à plusieurs millions, je veux dire qu'il faut aussi relativiser. Et je crois qu'on peut faire confiance à l'engagement qui est pris par la communauté urbaine sur les entretiens et sur les investissements qui sont faits dans les villes. Je conteste pas ça, vous nous le dites là en séance. Ce qu'il y a écrit, c'est la ville entend obtenir le remboursement. Ça ne veut pas dire la ville va l'obtenir. Donc on est légitime de poser cette question. Oui, vous avez posé la question. Voilà. Et vous nous avez répondu. Très bien. Après, chacun ses responsabilités et il n'y a pas de problème là-dessus. Madame Jaunet me prête des attaques sur la CU que je ne formule pas. Je vous confirme. J'ai juste dit, chacun ses responsabilités. Vous nous avez expliqué les responsabilités de la CU. Voilà, elle a ce transfert de compétences. Elle les assume. Point. Rien de plus. Donc, merci. Je vous ai confirmé tout à l'heure que vous pourrez regarder le budget prévisionnel 2026 où cette somme sera inscrite au niveau des recettes. Voilà, simplement. Il faudra le regarder. Merci. Et on vous rassure, on va voter pour 150 000 euros. C'est toujours bien pour la ville. Ah, c'est bien là l'essentiel. C'est important. Même. Et là, on pourra financer combien de postes d'ATSEM? J'ai entendu tout à l'heure. 2 ou 3. 3. Donc, est-ce qu'on va pouvoir passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, c'est toujours pour moi. Les deux ce soir. Alors, là, il n'est pas question d'argent, c'est une convention d'occupation temporaire d'emprise de la gare. Je rappelle que l'Île-de-France Mobilité a donc souhaité mettre en place une convention d'occupation temporaire de ces emprises afin de pouvoir procéder, avec l'accord de la ville d'Achères et de la communauté urbaine, là aussi, à la réalisation des travaux de construction du tram 13, phase 2, et de ses aménagements connexes sous la maîtrise d'ouvrage. Cette convention prévoit la mise à disposition gracieuse du foncier requis ainsi que les conditions de restitution de ces parcelles et voiries à la ville d'Achères et la CU. Cette convention étant constitutive de droit réel au bénéfice d'IDF et Île-de-France Mobilité, il appartient au conseil municipal de l'approuver. À cet effet, il convient de préciser que cette convention renvoie à une négociation ultérieure, là aussi dans les conditions de mise à disposition pérenne du foncier de la future gare, sachant qu'Île-de-France Mobilité, à ce jour, refuse de devenir propriétaire de son foncier, là aussi pour payer la taxe foncière, alors même qu'elle sera exclusivement affectée à la gare du 13. Donc cette surface, vous l'avez ici, c'est si vous allez à la gare, vous avez été récemment à la gare, il y a de la publicité qui est tout le long. Donc c'est toute cette bande-là qui est le long de la voie de chemin de terre qui remonte un peu pour effectivement réaliser à terme les quais d'accès du tram 13 et quelques équipements de fonctionnement sur cette emprise-là. Donc il y a propriété à la fois de la ville d'Achères et de la CU. Donc aujourd'hui, la convention qu'on vous demande, que vous m'autoriserez à signer, c'est l'occupation temporaire de ce terrain. Après, on fera le bilan de ce qu'ils ont besoin définitivement, puisque là, il y a une partie qui est réservée aussi aux travaux et qui auront plus lieu d'ici 1 an ou 2. Et à partir de ce moment-là, on fera le point sur le terrain qui leur sont réellement destinés. Et il y a une négociation qui est prévue avec eux pour leur faire passer ce terrain-là sous leur propriété. Et donc là, s'il y a des équipements et des bâtiments, leur faire payer la taxe foncière. Voilà, c'est ce qui est aujourd'hui dans la Convention. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Monsieur le maire, une question accessoire. Oui. Il y a effectivement, tout le monde peut le voir, des travaux au niveau de ce qui est présenté comme le chantier du tram 13. Je dois dire que les gens qui y travaillent ont la main un peu lourde. J'ai un exemple. On avait posé un panneau dans le cadre du parcours du patrimoine sur la petite halte qui se trouve sur la route qui va vers la gare. Ce panneau signalant la petite halte a disparu au cours des travaux. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et ça m'amène à une certaine crainte, puisque aux alentours de la gare, ils ont également eu la main très lourde
Et je crains que cette croix que l'abbé Duport avait payée de sa poche parce qu'il avait prêté à Dieu le fait que les habitants d'Achères n'avaient pas été frappés par la 4e épidémie de choléra du 19e siècle, et il avait donc en remerciement fait construire cette croix. Or, cette croix se trouve dans le parcours des bulldozers, et je crains qu'un jour, un ouvrier maladroit ne foute cette croix en l'air. Monsieur Desmarais, je pense qu'il faut que vous lisiez le document. C'est marqué. Il y a marqué qu'ils vont remiser cette croix, la nettoyer et la mettre sur le rond-point. Il faut juste lire le document. Voilà. Réponse faite. Donc la réponse a été faite, Jean-Paul. Effectivement, il y a une convention signée avec Île-de-France Mobilité pour effectivement la démonter, la nettoyer. Effectivement, on en a besoin. Et elle sera repositionnée sur le rond-point, au milieu du rond-point, mais quand on vient de la gare, au deuxième rond-point, il y a un muret en briques qui est là, juste devant ce muret, qui sera effectivement chemin du magasin, au bout du chemin du magasin. Et donc, on fera aussi le nécessaire pour reconstituer ce panneau d'information qui s'est envolé, on va dire. Voilà. Te la rassurer? Monsieur le maire, vous savez l'intérêt que je porte au petit patrimoine d'Achères. Merci. Oui, moi j'ai une question. J'ai pas bien compris l'histoire de l'emprise. Là, peut-être vous allez me le réexpliquer. Et Oui. qui va être propriétaire, qui refuse d'être propriétaire, la compétence est chez qui? Non, non, Je veux bien que vous me réexpliquiez l'histoire, s'il vous plaît. Pour l'instant, propriété, on l'a dit tout à l'heure, c'est GPSO et la ville d'Achères. Aujourd'hui, c'est une convention, je dirais, à titre gratuit qui est mis à disposition le temps des travaux. Après, il est prévu une négociation pour transférer la propriété de ces terrains-là à Île-de-France Mobilité, qui va exploiter les lignes de tram. Donc, de ce fait, ils sont propriétaires avec tout ce qui engage éventuellement comme taxe. Et ça, aujourd'hui, Île-de-France Mobilité le refuse. C'est ce qui se pratique aujourd'hui sur toutes les gares qui ont été créées en Île-de-France. Voilà, mais nous, on leur a demandé, on a signé un accord avec eux de renégociation à la fin des travaux. Mais c'est ce qui se pratique aujourd'hui au niveau de l'Île-de-France, globalement au niveau de l'Île-de-France. Sur tous les trams, ils ne veulent pas devenir propriétaires de leurs fonciers, même des fonciers qui accueillent les quais et les gares. Pardon ? Les impôts fonciers sont donc réglés par la commune? Oui, les impôts fonciers, c'est la taxe foncière, Oui, enfin. bien évidemment, mais là, il y aura simplement un petit bâtiment d'assistance pour les hommes de travaux, d'entretien qui viendront intervenir sur les quais, donc ça ne sera pas un bâtiment immense. Je ne sais même pas s'il sera répertorié comme bâtiment susceptible d'être taxé par la taxe foncière. D'autres questions? Oui. Alors, pourquoi n'a-t-on pas prévu une contrepartie, enfin une redevance d'occupation? On est sur une convention d'occupation temporaire. Parce que je dirais c'est une négociation globale et on travaille en bonne intelligence avec Île-de-France Mobilité. Donc ça, c'est qu'une partie. Il y aura effectivement d'autres interventions d'Île-de-France Mobilité sur le terrain et notamment aujourd'hui on négocie des bases vie par exemple, parce qu'il y aura besoin de bases vie. Et là, bien évidemment, en contrepartie, là on ne le fera pas gratuitement. Donc on se paiera sur les bases vie si on a un accord avec eux, puisque effectivement ils sont aussi assez exigeants sur l'implantation, les distances. Enfin, ça, ils veulent tout. Quand ils arrivent quelque part, si vous les écoutez, vous laissez tout. Donc ce serait à l'issue des travaux qu'il y aurait une renégociation qui serait engagée. Oui, pourquoi? Parce que là, tout ce qu'on met à disposition, je dirais, d'Île-de-France Mobilité, il y a les travaux, il y a les emprises de travaux, ça ne sera plus nécessaire d'avoir autant de surface prise par Île-de-France Mobilité quand les travaux sont terminés, parce qu'il ne restera plus que les quais et les accès aux quais qui vont rester sur cette opération-là. Donc aujourd'hui, on va sur le rouge, on va pratiquement de l'autre côté des voies. Donc ça ne sera pas le cas quand tout sera terminé. On restera sur la partie grisée que vous voyez en bas de l'image.
Mais c'est pas terminé avec eux, ce n'est que le commencement. Voilà. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, Camille. Rebonsoir. Du coup, de délibération habituelle en cette fin d'année, la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail pour l'année 2026. Donc, je vous le rappelle que dès que le nombre de dimanches autorisés est supérieur à 5 sur ces fameux dimanches du maire, il convient de recueillir l'avis conforme de l'établissement de coopération intercommunale, donc ici GPSO, ce qui a été fait. Donc pour l'année 2026, les demandes de dérogation au repos dominical sont les suivantes. Donc l'hypermarché Leclerc et les commerces de détail de la galerie pour 11 dimanches. L'enseigne Picard pour 4 dimanches. CEA pour 7 dimanches. Chaussea pour 7 dimanches. Action pour 6 dimanches. Lidl pour 4 dimanches. Et c'est fini. Donc je vous invite à pouvoir autoriser ces commerces à ouvrir sur les dimanches qui sont cités, dont les dates sont citées dans les délibérations. Merci. Merci Camille. Est-ce que vous avez des questions? C'est des délibérations habituelles que nous passons chaque année. Merci. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Une abstention. Deux. Très bien. Ensuite, on va passer la parole à Céline. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Il s'agit ici d'une convention annuelle, une délibération annuelle que nous passons concernant les subventions aux coopératives des écoles primaires, concernant les projets pédagogiques, séjours et sorties culturelles. Donc la ville souhaite toujours accompagner les écoles et financer le développement des activités éducatives suivantes, donc tout ce qui est projet pédagogique et séjour avec nuitée organisé par les écoles maternelles et élémentaires, et les sorties culturelles, spectacles et cinéma au sein des équipements de la ville, le Sax et le Pandora. Donc à cet effet, la ville et la Caisse des écoles ont décidé que des subventions soient versées aux coopératives des écoles afin de participer au financement des projets pédagogiques, des séjours ainsi que des sorties culturelles. Le montant global des subventions versées s'élève à 21 877 €, décomposé comme suit. Donc le montant total des subventions pour les projets pédagogiques est de 7 421 €. Le montant total des subventions pour les séjours avec nuitée est de 5 300 € et le montant total des subventions pour les sorties culturelles, sacs et cinéma est de 9 156 €. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, ces projets pédagogiques sont demandés par les enseignants. Au niveau des maternelles, nous avons 4 projets qui ont été demandés, 2 projets par Julienne et René Vola, école maternelle avec classe dehors et le prix des incorruptibles, Robert Desnos et Saint-Exupéry sur des sujets d'imagier des animaux et animaux de la ferme, et puis sur les élémentaires, pas de nouveauté, on est toujours dans le prix des incorruptibles. Et on a juste une demande, alors très peu d'écoles, on a été très surpris, les membres de la Caisse des écoles, parce qu'on a eu très peu de demandes cette année par les enseignants. Et néanmoins, on a eu une demande un peu particulière de l'Éducation nationale directement sur un projet qui concerne l'alimentation et l'environnement. Et on a décidé également, au vu du peu de demandes qui avaient été demandées, d'y associer les accueils de loisirs dans le sens du projet éducatif du territoire. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire. Donc là, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre toute décision et à signer tout acte concernant l'exécution de la présente délibération et dépenser et d'inscrire les dépenses prévues au budget d'imputation scolaire. Voilà. Merci Céline. Tu voulais prendre la parole? Oui, monsieur le maire, simplement pour regretter
que dans le cadre des séjours avec nuitée, on aille vers une diminution des propositions des enseignants, parce qu'il n'y a plus maintenant que Frédéric et Irène Joliot-Curie qui ont fait des propositions, alors qu'on espérait les années précédentes, on avait constaté les années précédentes que Louis Jouvet, par exemple, avait déposé un projet, et malheureusement, cette petite embellie ne semble pas s'être confirmée. Et la Pignon, c'est des programmes qui sont, je dirais, agréés par l'Éducation nationale, et donc on répond effectivement aux demandes qui nous sont présentées. On aurait pu aller plus loin. Je suis d'accord avec toi. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'ai une question. Le montant global diminue en fait par rapport à l'année dernière. Donc vous expliquez ça sur le fait qu'il y ait moins de nuitées, etc. Pourquoi ne pas raisonner à enveloppe constante, puisque l'écart est insignifiant face au budget de la ville, hein, et proposer des activités culturelles. Alors c'est pas nous qui proposons. Non, mais de permettre à de proposer une sortie culturelle pour les enfants, par exemple, la location du bus, enfin, augmenter le nombre de sorties possibles pour les enfants par initiative de la municipalité, c'est tout à fait possible. Un séjour avec nuitée, c'est pas le même, la même, comment dire, le même investissement, la même logistique, etc., qu'une sortie ponctuelle qui pourrait être, enfin, vous faites bien 3,50 € pour aller au Saxe ou au Pandora, rien que de doubler ce taux-là permettrait d'utiliser la subvention à plein, et tout en permettant de multiplier les opportunités pour les enseignants et les enfants. Cette année, ce qu'on a fait, parce que quand on a vu qu'il y avait moins de demandes de la part des enseignants, déjà, à savoir que lors de cette commission de caisse des écoles, il siège un représentant de l'éducation nationale, et là, en l'occurrence, la responsable pédagogique, on l'a quand même alerté fortement sur le peu de demandes qui venaient des écoles, parce que vraiment, j'insiste, on veut accompagner les écoles et on ne fait pas à la place des écoles, et c'est vraiment une enveloppe qui est destinée aux écoles. Ce qu'on a fait, c'est que on a complété, en fait, parce que les écoles nous proposent un montant dont ils ont besoin. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été mieux disant par rapport à ce qu'ils nous avaient demandé, et en l'occurrence, on a aussi versé plus que demandé sur tout ce qui était séjour avec nuitée. Voilà. Maintenant, on ne peut pas non plus dire on a une enveloppe de 20 000 et on va donner 20 000 et puis favoriser trop fortement les écoles par rapport à leurs demandes. L'idée, c'est de favoriser les projets. Et aujourd'hui, du coup, on a favorisé les nouveaux projets. On a favorisé, tel que là, un projet qui est exceptionnel venant directement de l'éducation nationale. Voilà, là, en plus, on ne passe pas directement par une école, c'est un projet porté par l'éducation nationale et qu'on va développer aussi sur nos accueils de loisirs. Il ne faut pas oublier dans cette affaire que ça passe par le canal de l'inspection. C'est pas, ça ne sort pas du chapeau de la commune. Il faut que ce soit validé avant d'être ensuite présenté à la Caisse des écoles pour être financé. Alors, visiblement, vous ne lisez pas les documents et vous n'écoutez pas non plus, puisque ce que j'ai demandé, ce n'est pas de forcer les projets, c'est de proposer des spectacles et des séances de cinéma, par exemple, qui sont cette fois-ci à l'initiative de la ville. Donc, voilà. Mais c'est dans le même budget. Non, c'est pas l'objet, en fait. C'est pas autre chose, c'est le même budget, puisque c'est dans la même délibération. C'est la même délibération, mais c'est pas, en fait, si vous voulez, c'est pas le même objectif. J'ai compris ça, mais vous ne pouvez pas forcer les enseignants à aller en séjour avec nuitée. Comme on ne peut pas les forcer à aller au Saxe, comme on ne peut pas les forcer à aller au Pandora, et malgré sur les sommes qui sont allouées, pourtant, vous leur donnez ces places-là. Ben oui, mais donc, tout le monde n'en profite pas.
Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ah ben non, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque vous étiez avec moi au conseil d'administration du SACS et vous avez, vous êtes félicité du 95% des enfants sont venus. Ah, pas tous. Non, ok, d'accord. 95% des enfants qui relisez vos documents du SACS, c'était pas ça. Il y a 70% qui en ont bénéficié au niveau des classes. Relisez vos documents, monsieur Sanchez. Vous vous êtes félicité qu'il y ait plus de 90%. Alors c'est quoi ces 90%? Sur les 70% qui sont venus. Quoi, 90% de 70%? Oui, relisez vos documents, monsieur Sanchez. Mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. 90% de 70. Parmi tous ceux qui sont venus, il n'y en a que 90 qui sont venus. Dans l'ensemble des classes à Chéroise, il y a 70% des classes qui sont venues. Et dans les 70%, il y a 90% des enfants qui ont bénéficié. Voilà. Relisez vos documents. Ben c'est pas ce que vous avez dit au conseil. Hein. Ah non, c'est pas ce que vous avez dit au conseil. Ah bah ok, c'est pas vous qui avez parlé, mais la personne qui a parlé n'a pas dit ça. La présidente au SAC, c'était la directrice du SAC, si mes souvenirs sont bons, qui a présenté, je dirais, les chiffres. Eh bien, ils n'ont pas été contredits, puisque... Parce qu'on est d'accord avec ce qu'elle a dit, hein, c'est vous qui avez... Ah non, 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 vous avez dit 90% des enfants. Ah non, non, sérieusement... C'est 90% des enfants sur les 70% de classes qui sont venus. Ben, bien sûr. Ok, ok, faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, mettez les chiffres que vous voulez, faites les budgets que vous voulez, très bien. Vous voulez... Comment ? Ça oui, on fait le budget qu'on souhaite. Oui, oui, j'ai bien compris, mais en attendant, quand je vous pose une question de pourquoi ne pas utiliser le fait que tout ne soit pas pris par rapport au séjour avec nuitée pour transférer vers d'autres lignes qui permettraient aux enfants et aux enseignants d'aller à d'autres endroits peut-être plus près sur des journées plutôt que partir sur des nuitées où la logistique n'est pas du tout la même, quand je vous pose cette question-là, vous ne me répondez pas à la question. Le projet éducatif n'est pas le même. Attendez, les projets éducatifs qui sont portés par l'éducation nationale, c'est effectivement des projets qui sont, je dirais, à la main des professeurs. Je peux comprendre que c'est plus compliqué d'aller faire des nuitées que d'autres sorties plus près ou même plus loin, parce qu'on parlait de carte tout à l'heure. Mais ça, je dirais que c'est, je dirais, les objectifs et les orientations qui sont donnés par l'éducation nationale. Si l'éducation nationale décide un jour de ne plus faire de nuitée, il n'y aura plus de nuitée. Mais ça, c'est pas de la responsabilité de la commune. Nous, on participe au financement de ce qui nous est proposé. Après que ces nuitées ou ces objectifs qui sont définis par l'éducation nationale ne correspondent pas à la volonté des professeurs des écoles, c'est autre chose. Hein. Mais on ne va pas rentrer dans le choix et dans l'orientation qui est définie par l'éducation nationale. Il faut quand même être clair. Hein. Nous, on est là pour accompagner, on l'accompagne, et on l'a toujours accompagné à ce niveau, au niveau de la caisse des écoles, et on continuera à les accompagner, mais il est hors de question qu'on se mêle de la décision du choix des séjours. Hein. Ça, encore une fois, c'est pas ce que j'ai dit. Bah vous dites non, j'ai pas dit ça. Vous dites que ça ne correspond pas ou ça ne correspond plus. J'ai pas dit ça. Est-ce que vous venez de dire que ça ne correspond plus aux besoins ou au choix des professeurs des écoles? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit vous ne pouvez pas les forcer à le faire. Ah bah c'est pareil. Voilà. Donc c'est pas ce que vous venez de dire. Excusez-moi, c'est pas ce que vous venez de dire. Sous-entendu que ça correspond pas. Non, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. Les nuitées, c'est un peu plus, effectivement, c'est un peu plus sérieux, effectivement. Et oui, c'est pas du tout pareil. Compliqué à organiser. Bien sûr. Une sortie d'une seule journée. Exactement. Et moi, ce que je vous dis, c'est que à partir du moment où vous avez provisionné un certain montant pour accompagner peut-être des nuitées qui ne se font pas, vous vous retrouvez avec de l'argent que vous n'avez pas à sortir. Et moi, ce que je dis, c'est que vu qu'il était budgété, autant en profiter pour intervenir sur une zone qui n'est pas dépendante, qui n'est pas à l'initiative de l'éducation nationale. Arrêtez, on a pris en compte un projet de l'éducation nationale. Mais vous me parlez d'autre chose. Laissez-moi finir. Mais vous me coupez en permanence. On a pris un projet de l'éducation nationale qui n'était pas, je dirais, dans ce qu'on finançait habituellement. L'éducation nationale est venue nous voir pour savoir si on pouvait financer ce projet. On l'a financé et on en fait bénéficier nos centres de loisirs. Donc ne dites pas que l'excédent qu'on met, qu'on aurait pu ne pas mettre pour le projet de l'éducation nationale, va faire
que les enfants de nos centres de loisirs bénéficient de ce programme. Donc, allez pas me dire qu'on ne met pas d'argent supplémentaire pour les centres de loisirs. Attendez. Mais encore une fois, j'ai pas parlé de centre de loisirs. Non, mais moi, je vous dis, parce que c'est l'objectif. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Supplémentaire, non, mais le projet supplémentaire qui a été demandé par Et je vous parle pas de celui-là. Mais c'est moi, et par l'éducation nationale, je parle français, correspond à un projet qui a été déterminé, et ce projet nous permet de faire bénéficier les enfants de ce centre de loisirs de nouvelles subventions. Et je crois que c'est important, et on restera sur ce sujet-là, c'est tout. Très bien, mais j'ai pas parlé de ça, moi. Juste si je peux me permettre, monsieur le maire, juste pour recadrer les choses. Le temps éducation nationale est un temps éducation nationale où la ville ne met pas ses pieds, en fait. Les projets qui sont proposés ici sont des projets temps éducation nationale que nous finançons en partie pour accompagner les écoles dans le cadre de la réussite éducative. Ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui, c'est de proposer, en fait, on le fait de façon, avec un accord qu'on a pris en commission scolaire à l'époque, au début du mandat, où on avait réuni des directeurs d'école pour dire, voilà, est-ce que vous seriez intéressés par un crédit de place de spectacle au Saxe, un crédit de place de spectacle au Pandora. Ce qui fait qu'en même temps, on fait travailler les institutions de la ville. Maintenant, de dire on va rajouter encore, je ne suis pas certaine parce que tous, et je vous le confirme, tous ne l'utilisent pas. Ça, c'est très important aussi. Aujourd'hui, quand on a mis en place ces choses-là, on les a fait en concertation, en commission, avec des directeurs d'école. Ça convient à tout le monde. Je ne vois pas comment on pourrait, nous, arriver ville et dire on va vous proposer, on le fait dans un autre cadre, puisqu'on a la responsable du service scolaire qui propose en fait des projets pédagogiques, même en lien avec GPSO, sur la nutrition, sur le parcours du patrimoine. On a mis en place plein de choses en direction des écoles depuis 3-4 ans. Les enseignants, tous, ne se sont pas appropriés ces projets-là et ne souhaitent pas en bénéficier. Quand on leur demande également de venir s'associer au Printemps des Poètes, un enseignant sur toute la ville, on a 150 enseignants, il y en a un qui vient, qui participe, qui se mobilise avec sa classe. Donc, je pense que déjà, l'accompagnement qu'on fait auprès des écoles aujourd'hui est déjà un accompagnement très intéressant, très riche. Là, on a favorisé, ayant une enveloppe un peu plus élevée, puisqu'on avait moins de projets, on a dit on va favoriser justement les séjours avec nuitée ou les écoles maternelles qui, d'habitude, demandent moins. On a favorisé ces écoles-là. Maintenant, je pense qu'il faut rester raisonnable. Il faut aussi inciter les enseignants à venir déposer des projets. Je ne suis pas sûre que si on finance à 100%, on ne pourra pas le faire tous les ans puisqu'on aura toujours la même enveloppe. Donc, il y aurait aussi une incompréhension des enseignants qui, cette année, auraient dit nous, on a eu 100% de ce qu'on demandait, de notre projet, et puis l'année d'après, on a 25 demandes et puis on ne peut pas financer à 100%. Donc, il faut rester raisonnable. Et aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans une logique. Je rappelle que c'est une commission où l'éducation nationale est là, où des élus sont présents, des représentants de parents d'élèves sont présents. Tout le monde était d'accord. Voilà. Donc ça veut dire que sur un projet individuel, une sortie dans un musée ou quelque chose comme ça, ils pourraient solliciter les financements de la Caisse des écoles ? Oui, mais il faut qu'ils le fassent avant les vacances de Toussaint. Ils ont des dates. Hein. Oui. Tous les ans, ils ont des dates. Il faut qu'ils montent leur projet avant Il faut qu'ils montent leur projet avant les vacances de la Toussaint. Non, mais une sortie au musée je ne sais pas quoi. Ça ne marche pas comme ça. Ouais, c'est ça que je vous demande. Les projets sont montés, c'est des fiches qu'ils doivent remplir. C'est envoyé à leur responsable pédagogique qui valide avec eux les projets. Donc moi, j'ai les projets. Une fois que le projet est validé, c'est soumis à la Caisse des écoles pour financement.
Il y a une partie, et donc nous on reverse l'argent sur les coopératives scolaires. Voilà. Donc ils ne peuvent pas décider en cours d'année de prévoir. En fait, tout doit être prévu avant Toussaint, avant les vacances de Toussaint. Quand même. C'est comme ça, c'est leur fonctionnement. C'est pas le nôtre, c'est leur fonctionnement. C'est le fonctionnement de l'éducation nationale. Encore, oui. Mais par exemple, dedans, il y a les spectacles du Sax ou pas? Oui, il y en a certains. En fait, alors. Pourtant, c'est pas l'éducation nationale, ça. Mais ça fait partie de leur projet. Par exemple, il y a certaines années, vous pouvez avoir un pacte. Quand on est au conseil d'administration, on en parle. Il y a les pactes avec éducation nationale, il y a des choses comme ça. Tout ça, ça passe par des fiches projets. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est vachement court quand même. Ah oui, c'est l'administration. Je confirme, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a de moins en moins de projets. Parce qu'en fait, ça demande du temps aux enseignants de monter les projets. Et je rappelle que le Sax également fait intervenir des troupes dans les écoles et à la découverte du théâtre ou de la musique. Donc c'est pas effectivement, et ça rentre pas dans ces budgets-là, c'est effectivement le Sax qui intervient avec effectivement les subventions qu'on lui donne en plus. Merci. Est-ce qu'on va pouvoir passer au vote? On va pouvoir voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, Monsieur Jean-François Desmarais. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, rémunération des agents recenseurs. Donc, comme vous le savez, tous les ans, l'INSEE nous oblige à recenser une partie de la population achéroise. Et cette année, nous avons aux alentours de 1000 logements à recenser. Le recensement, je vous le rappelle, est obligatoire. Et donc, pour faire ce recensement, nous avons besoin d'un certain nombre de personnes disponibles. Et donc, nous avons lancé une demande en interne pour le personnel municipal pour pouvoir faire ce recensement. Ce recensement se faisant en dehors des heures de travail, il est bien sûr normal de les rémunérer. Et donc, de ce fait, on vous fait une proposition ce soir pour la rémunération des agents recenseurs et pour le responsable du recensement. Donc, la dépense étant de 6 795 €. La dotation de l'INSEE, puisque l'INSEE nous envoie une part de sa dotation qui est de 3 836 €. Et donc, il reste en charge pour le budget de la ville de 2 959 €. Les 2 959 € étaient bien sûr prévus au budget. Et donc, ce recensement a lieu du mois de janvier au 15 janvier au 21 février, soit sur 5 semaines. Et derrière, vous avez dans le tableau les deux dernières lignes où on vous parle de résultats entre 90 et 100% et 80 et 89%. Donc la barre étant toujours fixée pour la ville d'Achères à 95% de logements recensés, ce qu'on a réussi à faire l'année dernière. Et on se propose aussi pour les personnes qui sont dans l'incapacité de pouvoir remplir les bordereaux de recensement, de les recevoir en mairie pour pouvoir les aider à remplir ces formulaires. Je vous remercie. Merci Jean-François. Est-ce que vous avez des questions, interrogations? Non. On va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, Jean-François. Oui, juste avant, monsieur le maire, je voulais dire que ce soir, je n'aurai pas la chance de faire une délibération sur le tableau des effectifs, parce que je ne pourrai pas ce soir vous présenter, comme j'ai pu le lire dans certains sites, je dirais, sociaux, les réseaux sociaux, pardon, la possibilité de faire, tel qu'il a été annoncé, des suppressions de postes. Donc je suis désolé pour ces personnes. Je serai un peu ce soir le détracteur, mais il n'y aura pas de suppression de postes encore ce mois-ci à la mairie d'Achères. Pourvu que ça dure. Merci. Comment? Point suivant. Pourvu que ça dure. Oui, bah, c'est comme ça a été depuis le début. Merci. Donc, augmentation du montant de la participation à la protection sociale complémentaire. Donc, comme on avait pu le voter il y a quelque temps, il y avait une participation de la mairie de 10 € sur
la mutuelle, les mutuelles labellisées. Et donc, je vous demande ce soir de bien vouloir accorder monsieur le maire à signer la possibilité de monter ce montant de 10 € à 15 €. Merci Jean-François. Donc c'est la loi qui nous oblige aux 15 €. On avait commencé l'année dernière par anticipation avec 10 €. Je répète, je signale, c'est 15 € par mois pour les mutuelles agréées et pour qui sont répertoriées dans une liste définie par l'État. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant. C'est pour moi. Désignation des représentants d'Acher au sein de la commission de suivi du site du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, donc en plus communément appelé le SIAP, que tout le monde connaît bien évidemment. Donc le préfet, comme on avait la possibilité, a créé voilà déjà quelques années une commission de suivi du site en raison effectivement du classement du site en Céveso et des nuisances qui pourraient ressortir d'incendies éventuellement, comme on a pu connaître il y a quelques années, ou d'autres événements plus importants ou moins importants. Donc ces commissions de suivi se réunissent régulièrement, en gros 2 fois par an. Et donc actuellement, les représentants, c'est Madame de Bréchard en tant que suppléante et moi en tant que titulaire. Donc ils demandent, l'échéance est arrivée, c'est tous les 5 ans on renouvelle. Donc l'échéance va arriver au 1er janvier. Donc je vous propose de renouveler, comme ça a été éventuellement proposé, de renouveler ces 2 personnes jusqu'aux élections. Et le SIAP fera appel aux nouveaux candidats quand les nouvelles listes seront pris leurs fonctions. Enfin, les nouveaux élus auront pris leurs fonctions. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de renouveler Madame de Bréchard et moi-même dans ce comité de suivi SIAP. Merci, oui. Juste rien contre les personnes, mais ça aurait été bien d'associer aussi l'opposition dans le renouvellement des personnes. Non, mais je rappelle que c'est une seule. Les représentants. Je rappelle, il y a 2 personnes et il n'y a qu'un titulaire. Donc voilà, donc un titulaire qui est représenté par la majorité élue. Voilà, ça peut être un titulaire de la majorité et un suppléant de l'opposition. Voilà. Mais bon, le passage se fait le plus facilement, on va dire comme ça. Hein, ça, c'est pas sympa. Merci. Mais je sais qu'on dialogue, c'est déjà bien. Voilà. Merci. Pas d'autres questions? Après, c'est mars 2026, n'est pas bien loin. Donc voilà. Merci. Oui, mais chez moi, on n'est pas cohérent, vous le savez bien. Si, mais voilà, c'est la cohérence. Non, j'entends souvent la cohérence. Voilà, merci. Donc, on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Merci. Voilà, donc, un autre point pour Mme Chassin. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit ici de la fusion des écoles maternelles Pauline Kergomar et Saint-Exupéry. Alors, parmi ses compétences essentielles, la ville a en charge la construction et l'entretien, le fonctionnement des écoles publiques. Elle décide de la création, de l'implantation des écoles d'enseignement public sur son territoire. Pour sa part, l'Éducation nationale applique les programmes officiels d'enseignement dans les établissements scolaires en missionnant les enseignants et en déployant l'organisation administrative qui les soutient. À la rentrée scolaire 2024-2025, l'Éducation nationale a sollicité la directrice de l'école maternelle Pauline Kergomar, donc 3 classes, pour assurer de manière concomitante la direction par intérim de l'école maternelle Saint-Exupéry, 6 classes situées à 150 mètres l'une de l'autre. Cette gestion s'est avérée constructive tout au long de l'année et a en conséquence été perdurée à compter de la rentrée de septembre 2025. Donc, dans la poursuite de ces échanges constructifs entretenus avec l'Éducation nationale, il est donc proposé, à travers cette délibération, de fusionner administrativement les 2 écoles, Saint-Exupéry et Pauline Kergomar, à compter de la rentrée scolaire 2025-2026. Donc, cette fusion est proposée dans une démarche de cohérence pédagogique et administrative. Elle permettra un projet commun d'établissement, facilitera la collaboration au sein de l'équipe et avec les partenaires au bénéfice des élèves et de leurs parents.
Une décharge de direction uniformisée garantissant une meilleure attention pour les rendez-vous et le partenariat avec la communauté éducative dans sa globalité, incluant naturellement les parents d'élèves. Une capacité plus importante à engager des suivis personnalisés pour couvrir davantage encore les besoins spécifiques aux élèves. Une meilleure lisibilité de la carte scolaire au regard de la proximité de deux établissements, 100 mètres de distance, et de facto une meilleure gestion des effectifs scolaires, une gestion cohérente avec un conseil d'école unique. Donc ce projet de fusion a été inscrit par la directrice des deux écoles à l'ordre du jour des conseils d'école les 3 et 7 novembre dernier. Il a reçu un avis favorable dans chacune des deux instances, donc un à l'unanimité et un à la majorité, avec 2 abstentions. Donc il n'y a pas eu de vote contre. Ce projet de fusion sera par la suite présenté. Alors ça a été présenté aux instances consultatives réglementaires internes à l'éducation nationale, à l'échelon académique. Donc ça va venir. On l'a présenté donc nous au préfet et on a reçu hier dans la journée un avis favorable du préfet. Donc là, il est demandé d'approuver la fusion de l'école maternelle Saint-Exupéry et de l'école maternelle Pauline Kergomar à compter de la rentrée 2025-2026. Donc là, il n'y a plus de réserve du préfet puisqu'il a donné son avis favorable. Et de préciser que la dénomination de la nouvelle école maternelle résultant de cette fusion sera concertée à l'issue des décisions des instances académiques avant de la présenter devant le conseil municipal. L'idée étant de faire une petite consultation comme on avait pu le faire à l'époque pour Claudie Nuret. 2026-2027, oui. Une petite coquille. Merci Céline. Moi j'ai une Des question. questions Pourquoi vous changez le nom? C'est pas une obligation, c'est une opportunité. C'est parce que là, en fait, on a 2 noms. On a Pauline Kergomar, on a Saint-Exupéry. L'idée est de justement passer par une petite concertation, donc on verra aussi le fonctionnement. Comme Langevin-Vallon. Pardon? Il y a bien Langevin-Vallon. Oui. Après, voilà. Je sais que vous aimez bien changer les noms, appeler Ouais. tous les, voilà, tout rebaptiser. C'est bien de donner voilà. du renouveau. Oui, oui. Ah oui. Le bateau vivre s'appelle la maison des jeunes. Enfin, bon, Oui, et- voilà, et la maison de quartier s'appelle la maison des parents. Alors, si vous l'appelez la maison des maternelles, moi, je signe pour vous, c'est bon. Voilà. Ce ne sera pas Lénine. Non. C'est des sites qui ont été changés, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc à part ça, pas d'autres questions, pas d'autres remarques. Merci. Qui est contre? N'oubliez pas de lever la main, hein, parce que... Merci. Qui s'abstient? Merci. Donc le dernier point est évoqué. Simplement, je vais donner la parole 2 secondes à Madame de Bréjac qui vous donne 1 ou 2 informations. Micro. Alors. J'avais presque commencé ma nuit, je vous prie de m'excuser. Je voulais d'abord vous dire qu'on avait eu une grosse journée aujourd'hui. Je voulais remercier tous ceux qui ont participé, les élus, les administrateurs du CCAS, les bénévoles, notre premier réserviste de la réserve citoyenne. Nous avons distribué quelques petits colis. Je vous donne les chiffres parce que je ne les ai pas là tout de suite, ça va venir, voilà. Nous avons distribué 550 colis simples, 290 colis doubles. Je serais très malhonnête de vous dire que nous les avons tous distribués, puisqu'il y a encore une distribution demain, toute la journée, et jeudi et vendredi. Et puis un petit distribution de rappel éventuellement en janvier, puisqu'on a des gens qui sont partis en vacances et qui ne sont pas venus chercher leur colis. Ça représente, donc il y a sur les 550, ça y est, j'ai encore perdu mon truc, ça y est. Donc 550 colis simples, 290 colis doubles, donc 840 personnes servies pour des petites gâteries de Noël. Voilà. Je serai incomplète sans vous dire que le
banquet de début d'année pour ceux qui n'ont pas choisi le colis aura lieu le 18 janvier. Et je ne me souviens plus du nombre parce que je ne l'ai pas noté. Voilà. Merci. Donc, merci à ceux qui ont participé à cette distribution aujourd'hui, qui se reconnaîtront bien évidemment. Comme chaque année d'ailleurs, parce qu'il y a toujours des élus volontaires qui viennent nous aider à distribuer les colis aux personnes âgées. Et de l'opposition comprise. Là aussi. Elle n'écoute pas, c'est pas grave. Non. Vous lui transmettrez. Elle était là. Voilà. Bon, simplement, j'avais... donc aujourd'hui, il y a eu l'annonce de l'organisation de Paris-Nice qui a été annoncée dans les salons du département ce matin. Donc le département, en collaboration avec ASO, depuis de nombreuses années, je crois que ça n'a pas loin de 14 ans maintenant, choisit une ville pour le départ de Paris-Nice chaque année, qui a lieu, je vous donnerai la date tout à l'heure, dans les Yvelines, puisque d'ailleurs ce matin a été renouvelé un contrat pour 4 ans supplémentaires pour que Paris-Nice, c'est également vrai aussi pour la dernière étape du Tour de France aussi, et ce départ et cette arrivée, départ du Paris-Nice et le départ de première étape Tour de France se réalise dans les Yvelines. Donc le HR a été choisi par ASO après de nombreuses études qui ont été faites, puisque ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Donc nous avons eu le plaisir ce matin d'avoir la confirmation du départ de Paris-Nice qui aura lieu le 8 mars. Donc c'est-à-dire le 8 mars, c'est-à-dire le week-end d'avant les élections municipales. Donc ça va se dérouler sur 2 jours, puisque le départ aura lieu le dimanche dans début d'après-midi. Mais le samedi, il y aura effectivement un départ, puisque chaque année, le samedi, il y a la présentation des équipes. Alors, il y a tout ce qu'il faut, comme habituellement. Il y aura une course de cyclo qui regroupera plusieurs catégories, plusieurs distances. Au mois de mars dernier, le départ de Paris-Nice a eu lieu au Perret-en-Yvelines, et il y avait pas loin de 1500 cyclos qui ont fait des parcours le samedi après-midi. Donc je crois qu'ils veulent réduire un peu la jauge, parce qu'ils ont été un peu débordés par les 1500 cyclos. Il y aura cette animation le samedi après-midi, et également un village département et HR sur la découverte pour les enfants, d'apprendre à vélo, pour ceux qui font du VTT avec des passages, tout un parcours. Il y aura également des animations des associations, des commerçants. Donc on va, au cours de ces 3 mois, on va à peine 3 mois, 2 mois et demi, organiser des animations en ville aussi pour, je dirais, faire vivre ce départ de Paris-Nice. Quoi vous dire, donc le départ aura lieu le 8, je l'ai dit, de la place du marché, effectivement, et les Achérois et les non-Achérois, puisque chaque départ, c'est aux alentours de 1000 personnes qui sont sur la ligne de départ chaque année. Le public aura la possibilité de rencontrer les coureurs, puisque les 23 bus des équipes seront entre la gare d'Achères et le centre-ville, et seront accessibles sans restriction à tous les visiteurs qui pourront venir rencontrer et découvrir les équipes. Voilà, donc à part ça, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Il y aura une organisation effectivement que nous avons commencé à travailler. On va commencer à travailler sur l'organisation, puisque bien évidemment, il y aura aussi des contraintes de circulation, au moins pendant une journée et demie, à peine une grande journée, samedi après-midi et jusqu'au dimanche vers 16h à peu près, quand les coureurs sont partis. Le départ se fera en direction de Poissy, et l'arrivée du première étape aura lieu à Carrière-sous-Poissy. Alors, ce que je leur ai dit, il y a un pont à franchir, ça suffit, mais il y aura quand même un circuit de 170 km, et avec, pour ceux qui connaissent, 2 tours de la côte de Chanteloup, qui était la polymultipliée, pour les plus anciens qui ont connu ça, les courses de côte, la polymultipliée. Vous avez connu ça? Voilà. Donc, quoi vous dire de plus? On est dans les starting blocks dès aujourd'hui pour organiser tout ça. Voilà. Je pense que ce sera une belle réussite. Les
les écoles, les centres de loisirs seront également impliqués seront impliqués dans cette découverte aussi du vélo. L'association du CLOCA qui regroupe pas mal de cyclistes sera également dans la boucle. Voilà ce que j'allais vous dire. Donc c'est le 7 et 8 mars prochain. Donc j'espère qu'il fera beau. En général, il pleut, ils nous ont dit ce matin. Voilà, donc avant ça, vous avez une autre date à retenir qui est le 18 février 2026. Ce sera le prochain conseil municipal avec le ROB, la présentation du ROB, présentation budgétaire. Voilà. Tous les élus à vélo pendant 3 mois, du coup, pour promouvoir le Paris-Nice. Pardon ? Tous les élus à vélo pendant 3 mois pour promouvoir le Paris-Nice, on fait ça, un défi ? Je vais commander un vélo dès demain. J'en ai un peu en rab pour vous, monsieur le maire. Je vous donne mon vélo électrique, même, si vous voulez. Mais électrique, ça compte pas. Si c'est électrique, ça va mieux, hein, parce que voilà. Je vous en prie. Et avant cela, ce week-end, nous avons plein de fêtes. Excusez-moi. Mais en toute démocratie, nous espérons vous voir nombreux. J'étais axé. Donc, vendredi après, fin d'après-midi, samedi et dimanche, il y aura, Noël à Cher sur la place, le parking à côté de la place du marché. Et là aussi, il y aura, le marché de Noël, hein, comme chaque année. D'ailleurs, vous avez essayé de passer devant, vous avez déjà vu les tentes qui étaient implantées. Alors là, si vous voulez aller voir les commerçants, vous pouvez y aller le samedi et le dimanche. Il y avait tellement de demandes que les commerçants du dimanche ne sont pas les mêmes que ceux du lundi. Donc vous aurez le choix, vous pouvez faire du samedi, pardon. Vous aurez le choix. Voilà, c'est tout, j'ai rien oublié. C'est parfait. Impeccable. Merci à tous, bonne fête de fin d'année. Oui. Joyeux Noël. Si on peut le vendre avec un peu plus d'énergie, parce que c'est vrai que... non, je dis pas que monsieur le maire n'a pas d'énergie, c'est parce que j'ai réservé plein de surprises à monsieur le maire et aux Achérois. Je sais même pas ce qu'il y a, donc voilà, donc on disait que énergie, moi. le marché, donc la festivité de Noël commence le vendredi après les cours, parce que c'est les vacances scolaires, et donc à partir de 17h avec plein de surprises. Avec cette année, vous l'avez pu le remarquer, le parking et le village de Noël est très très bien décoré, donc pour les petits et les grands. Et pendant ces 3 jours, on a essayé de mettre un peu plein d'étoiles pour nos enfants, pour les Achérois, avec un énorme spectacle qui se déroulera 2 fois le dimanche. Et tout au long de ces 2 jours, on a beaucoup de spectacles, beaucoup d'animations pour les petits, les grands. Les services de la ville se sont mobilisés aussi pour faire en sorte que les enfants aussi fabriquent des objets de Noël, mais c'est surtout le spectacle de dimanche qui va être joué 2 fois, avec une grande parade et un grand spectacle qui se donnera sur la place du marché. Et comme d'habitude, on va vous voir tous venir participer à ces festivités. Voilà, monsieur le maire, excusez-moi. Non, mais c'est pas grave, monsieur le maire, mais comme si vous voulez me laisser la surprise, je ne veux pas dire grand-chose. Hein. Voilà. Merci. Bonne fête à tous pour Noël et puis à samedi prochain. Vendredi prochain pour l'illumination de la place.